pourquoi on est là aujourd'hui, nous, Exatrust? On va vous faire un petit panorama des enjeux liés à la cyber et à l'IA pour vos métiers. Alors, au vu des premières présentations qu'on a eues ce matin avec vous et qui vous êtes, je pense qu'on finalement, vous allez savoir beaucoup de choses. Donc, on va peut-être n'hésitez pas à plutôt interagir sur vos questions métiers directement. Et on va également faire une petite présentation des outils Exatrust qui sont là pour vous accompagner. Donc, Exatrust, pourquoi on est là ce matin? Alors, on est là pour 2 raisons. Parce qu'on est une organisation professionnelle représentative du secteur, puisque nous avons 13 ans d'existence. On est membre du campus cyber, on est actionnaire du campus cyber, qui est une entité à La Défense sur 13 étages. C'est un bâtiment dédié à la cyber qui rassemble à la fois des acteurs académiques, ministériels, privés, associatifs, écoles, pour accompagner les enjeux de cyber. Stéphane, je veux bien la slide d'après, par exemple. Et aujourd'hui, Exatrust, on rassemble plus de 140 membres qui eux-mêmes rassemblent 8000 experts et qui, tous collectivement, représentent environ 10 milliards de chiffre d'affaires. On accompagne dans notre quotidien des startups innovantes de cyber qui trustent un peu tous les prix d'innovation jusqu'aux grands groupes comme peuvent l'être Axians, OVH, DocaPost sur les enjeux de la confiance numérique. Je prends la slide d'après. On est membre de 2 CSF, le CSF Industrie de sécurité et le CSF Logiciels et solutions numériques de confiance, au même titre que je crois que la FIEV participe à la plateforme automobile. Voilà, on est un peu un pendant de la FIEV pour les accompagnements de nos industriels. Et nous les accompagnons sur 3 missions. Alors, je vais revenir sur les missions ensuite. Nos adhérents ont en commun la défense d'une certaine idée de la maîtrise des données et de l'indépendance technologique et de la transparence. Nous œuvrons pour un numérique qui respecte les valeurs et le droit européen. Alors, dans notre contexte, ça fait un tout petit peu la différence. On a à cœur de promouvoir l'écosystème français et européen, puisque nous n'avons que des acteurs français et européens, et ils partagent tous des valeurs d'entraide, d'excellence et d'innovation. Donc, les missions d'Exatrust, la slide d'après, s'il te plaît, Stéphane, c'est de défendre et d'accompagner nos membres dans les nombreuses réglementations de cybersécurité et de numérique de confiance, notamment sur également les questions du cloud, les représenter au sein des écosystèmes privés et publics, c'est-à-dire toutes les réunions ministérielles, que ce soit la DGE, la DG Trésor, ministère des Armées, ministère de l'Éducation, sur les grands contrats cadres, sur tout un tas de thématiques aussi également auprès de la Commission européenne, l'ENISA, l'ANSSI. On ne manque pas d'interlocuteurs puisque le numérique de confiance et la cybersécurité sont des activités duales, c'est-à-dire au service du civil et parfois au service du militaire. Et enfin, on a une grosse activité de promotion de nos membres puisqu'on représente également des startups, des entreprises, présents sur les salons. Nous sommes le partenaire principal du FIC. Nous avons le plus gros pavillon au FIC, le Forum in Cyber qui a lieu à Lille, généralement au mois d'avril, qui est le plus gros salon européen en matière de cybersécurité. Voici un panorama de nos membres. Vous pouvez également les retrouver sur notre site internet exatrust.com sous la forme des cas d'usage référencés par l'ANSSI dans le cadre notamment d'une brochure France Relance. Et on a également organisé quelque part nos membres pour que vous puissiez également les trouver sur vos propres cas d'usage. Et donc, ils sont également disponibles sur notre site internet. Donc, on représente l'ensemble d'un panel d'acteurs de la cybersécurité, que ce soit de la sensibilisation, de la gestion des identités, du SOC, de l'EDR, du cloud. On a même aujourd'hui des membres qui ont des data centers. On a tout un panel de membres pour accompagner l'ensemble des besoins en matière de cybersécurité, de cloud et de digital workplace aussi, des plateformes collaboratives souveraines, sécurisées. Donc, si on se retrouve ce matin, en fait, c'est pour parler des enjeux de la cyber et de l'IA, également sur les questions de mobilité, puisque c'est effectivement une filière qui fait l'objet de beaucoup de turbulences, qui est souvent mentionnée aussi comme devant parfois développer des axes d'amélioration.
Donc voilà, et il y a une forte actualité qui arrive, on va vous en parler dans 2 minutes, donc voilà. N'hésitez pas au fur et à mesure de mettre, vos questions et vos commentaires dans le chat. Coralie, je te laisse la main. Très bien. Donc on va un peu recontextualiser et comme le disait Dorothée, au démarrage, ne sachant pas trop quel type de profil nous allions avoir en face de nous, on est resté, au démarrage très high level. On peut rentrer dans le détail si vous le souhaitez. Donc effectivement, les cybermenaces aujourd'hui sont diverses. Différents types d'attaques sont, aujourd'hui recensés, différents types de profils d'attaquants et différents types de motivations. Alors clairement, aujourd'hui, le vecteur d'attaque principal, d'un attaquant, ça va être, de pouvoir accéder à un compte et par accès à ce compte, pouvoir rebondir. Et donc il existe tout un tas d'attaques dont le 1er le plus connu de tout le monde est le hameçonnage ou le phishing, ce fameux petit mail que l'on va tous recevoir, sur lequel il y a un lien sur lequel on peut cliquer et qui finalement finit par ouvrir une brèche à un attaquant potentiel. L'attaque par DDoS, le rançongiciel, ransomware, qui est aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure dans le domaine automobile, le premier vecteur d'attaque. La défiguration des sites web et puis évidemment depuis maintenant quelques années, de manière très récurrente, des attaques de chaînes d'approvisionnement ou de chaînes de production. Au niveau des profils, on va retrouver des profils très différents, aussi bien internes et externes aux entreprises, puisque ça peut aller du profil de cybercriminel qui, de par des compétences qu'il a développées par lui-même, est capable de générer un certain nombre d'attaques. Il est très facile aujourd'hui d'apprendre à générer une attaque qui cible une entreprise. Ça peut être évidemment des attaques ou des profils d'attaqueurs étatiques, d'État à État, des activistes, des concurrents de la société dans laquelle vous travaillez, de simples opportunistes qui se lancent dans la démarche, et puis évidemment un collaborateur qui pourrait avoir une rancœur quelconque contre sa société potentiellement. Les motivations sont diverses, on parle de cybercriminalité, évidemment d'espionnage, d'État à État, de sabotage, de volonté de nuire et finalement d'atteinte à l'image, le tout faisant perdre beaucoup d'argent aux sociétés visées. Quelques chiffres que nous avons récupérés, des données qui sont publiques. On a aujourd'hui recensé plus de 200 attaques depuis 2020 dans votre secteur d'activité. J'ai cru entendre qu'il y avait un monsieur de Continental, donc voilà, nous on a pu retrouver comme information qu'il y avait une attaque qui avait qui avait permis à l'attaquant de récupérer 55 millions de fichiers et il les monnayait à hauteur de 50 millions. Donc de la donnée de Continental monnayée sur le dark web à hauteur de 50 millions. Et puis, autre donnée importante au niveau du marché de la cybersécurité. Aujourd'hui, le marché dans le domaine automobile, le marché de la cybersécurité pèse un peu plus de 3 milliards de dollars. Et celui-ci est estimé à quasiment 13 milliards dans moins de 10 ans, en 2032, ce qui démontre bien, que le domaine automobile se digitalise de plus en plus, aussi bien dans ce qu'ils produisent, donc là on parle d'automobile et on parlera de mobilité tout à l'heure, mais également au sein même de ces usines, tout comme au sein évidemment des HQ de chacune de vos sociétés. Donc de plus en plus de choses sont connectées, aussi bien dans vos entreprises que dans ce que vous produisez, et ça permet à ce marché de grossir d'année en année de manière substantielle. Alors, on parlait donc du secteur industriel de manière générale avant d'arriver sur, le secteur automobile. Au niveau du secteur industriel, clairement, le premier risque, c'est, l'industrie 4.0 et le fait que l'industrie se digitalise de plus en plus, qui étend, la surface d'attaque, potentielle. On parle d'interconnexion IT/OT de plus en plus. Et là où avant, la plupart des systèmes étaient isolés, aujourd'hui, tout est connecté au SI de l'entreprise. Quand je dis tout, quasiment tout. Et de plus en plus, tout a vocation à être connecté. Donc, c'est clairement une exposition qui est croissante.
Au niveau des menaces majeures, ce qu'on note, et j'ai fait un petit focus sur votre domaine automobile pour le coup, c'est que la plupart des groupes actuels d'attaquants, Lockbit, SafePay par exemple, visent les industries et les sociétés du domaine automobile pour obtenir des rançons massives via des ransomware. Donc, clairement, l'idée principale va être de pouvoir récupérer de la donnée pour pouvoir la monnayer, soit directement sur le dark web, soit en demandant des rançons directement aux sociétés. Il y a également, au vu de la conjoncture actuelle, un réel risque d'espionnage industriel d'État à État pour voler des technologies ou des secrets stratégiques. Également, de plus en plus de malware sophistiqué. Alors, ceux à qui ça peut parler, Triton, Stuxnet, c'est des malwares qui ont été conçus pour attaquer les systèmes de contrôle industriel et dont l'objectif premier est de pouvoir créer des pannes graves au sein des structures. Qui dit panne, dit arrêt de production, dit perte financière énorme également. Et puis, il y a également, sans parler d'espionnage étatique, simplement l'espionnage industriel ou les erreurs humaines, qui est clairement un risque non négligeable. Je rappelle que 82% des incidents aujourd'hui, des incidents cyber, impliquent un facteur humain, une négligence, une malveillance. Je pense que tu peux passer à la slide suivante. Quand on fait un petit focus sur l'évolution du domaine automobile, évidemment, il y a de plus en plus de risques liés à la mobilité et aux véhicules connectés, qui amènent aussi une certaine exposition beaucoup plus large, une surface d'attaque beaucoup plus large, une complexité de gestion pour les entreprises qui font face à cela, une capacité pour un attaquant de prise de contrôle à distance sur des véhicules autonomes, ou toute une problématique liée à la mobilité as a service, qui vient apporter son lot de complexité aux enjeux de cybersécurité au sein des entreprises du domaine automobile. Oui, pour compléter, on se rend compte aujourd'hui que, finalement sur la vie d'un véhicule, la vie moyenne d'un véhicule étant de 12 ans, elle va jusqu'à 20 ans environ. Vous avez également des mises à jour constantes à faire dans la vie d'un véhicule qui fait ça le rend beaucoup plus vulnérable et c'est un cas particulier, lié au fonctionnement des véhicules. Par ailleurs, la nouvelle filière, électrique va engendrer une nouvelle surface d'attaque que l'on voit d'ores et déjà arriver, que ce soit la sécurisation des paiements, la facturation et enfin la protection des données personnelles. Autant avant le numérique et tous les systèmes Wi-Fi venaient un peu sur l'infodivertissement, autant aujourd'hui l'ensemble des capteurs des pièces automobiles se répondent. Il est même coutume de dire qu'il y a beaucoup plus de logiciels automobiles embarqués que dans un Rafale. Donc, en fait, vous avez une grande surface d'attaque avec une diversité de normes et une diversité finalement d'intrants qui permettent une gestion du risque encore plus accrue par rapport par rapport à des filières beaucoup plus classiques. Clairement, l'adoption de l'IoT, du jumeau numérique, de la 5G, de l'IA augmente la dépendance à des technologies fragiles et ça favorise les attaques sur les sites connectés. Quel impact du coup pour vous, des impacts concrets, puisque le premier impact, en tout cas au niveau des véhicules connectés, sera des dommages matériels et humains. Et puis tout ça vont découler d'autres impacts, notamment évidemment qui dit dommages matériels et humains dit responsabilité légale, image et par extension, si l'image est dégradée, les potentiels clients sont moins présents et ça peut générer une perte de chiffre d'affaires. Et également un impact environnemental à avoir en tête en ce qui concerne les impacts. Et puis évidemment le vol de données. Donc impact matériel qui va générer son lot de responsabilités légales, de perte de chiffre d'affaires, un gros impact au niveau également des pertes de données qui peuvent également générer une perte de chiffre d'affaires et une responsabilité légale vis-à-vis des clients.
et puis voilà, l'impact environnemental. Donc, c'est pas neutre, et à tout cela vient s'ajouter les multiples normes auxquelles vous êtes soumis et pour lesquelles je laisse la main à Stéphane. Oui. Merci. En fait, aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de normes qui existent. Alors, des normes assez classiques de la partie IT, que ce soit ISO 27001, ou des autres plus liées à l'industrie et typiquement aux industries automobiles, mais on va dire globalement sur l'industrie. Ces normes sont là pour mettre des cadres nous permettant de réguler et d'apporter une certaine structuration des données, structuration des process, d'obligations. C'est beaucoup de bonne conduite et on va dire, de bonnes pratiques. Et elles sont assez contraignantes dans l'industrie, plus qu'elles peuvent l'être sur l'IT. Et en fait, on va retrouver un petit peu cette problématique-là aujourd'hui, c'est que l'ouverture de l'OT à l'IT fait que tout ce qui était système embarqué, système industriel était très protégé par des normes, très structurantes et très obligatoires, là où l'IT est beaucoup plus libre et ouvert, et ce mélange des deux apporte des problématiques aujourd'hui. D'ailleurs, on le verra un peu plus tard, mais dans les évolutions aujourd'hui, soit NIS2, DORA ou autre, donc les travaux réglementaires qui sont en train de faire au niveau de l'Europe et donc sur les applications en France, essayent de réguler ça pour apporter vraiment cette valeur. Il faut savoir que ces normes sont là pour vraiment protéger et que il faut plutôt les voir comme des opportunités, même si c'est des contraintes au quotidien, sont des opportunités pour progresser et éviter de se retrouver dans les situations où on a une attaque. Et effectivement, la problématique d'une attaque, c'est que l'attaque, elle a bien sûr, on a un problème, mais c'est un sujet global de gouvernance dans une entreprise. C'est pas que l'IT. Alors bien sûr, l'IT est embêté. On a une attaque, ben il faut réparer, il faut des coûts de nouveaux systèmes, de travail, de trouver de la ressource et faire tout ce qui va être à réparer. La reconstruction du SI, on a mis à 3 mois. Ça peut être beaucoup plus long en fonction de l'impact, hein, mais faut savoir que sur un ransomware aujourd'hui, il y a même si on va dire que la théorie est de dire on ne paye pas les rançons, ça c'est la politique officielle aujourd'hui de tous ceux qui le diront. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des fois où il y a des industries, et surtout dans les industries qui sont pas des grandes industries, parce qu'il y a des petits sous-traitants qui n'ont pas la capacité d'absorber le fait de ne pas payer pour pas récupérer les données, parce que sinon ça serait mettre la clé sous la porte. Donc on a quand même ça, mais derrière l'impact est beaucoup plus long et la réparation peut être très longue. Donc il y a forcément déjà sur la partie informatique, IT, globalement un impact. Mais il y a aussi un impact sur les pertes d'exploitation. Si tout est crypté, par exemple, qui est aujourd'hui on retrouve des ransomware également sur la partie OT, il n'y en a pas que sur la partie IT. Donc on va pouvoir avoir des machines qui vont être arrêtées. On peut avoir donc de l'arrêt de production, et ça, ben, forcément. L'effet immédiat de la production, je pense que vous l'avez tout à fait mesuré. Mais derrière, c'est aussi des désorganisations. C'est des pertes de données qui font qu'on ne sait pas comment prévoir et savoir d'où on vient. Donc c'est vraiment très complexe et ça a une image forcément négative sur la réputation et sur la confiance globalement. Faut savoir que beaucoup d'attaques aujourd'hui viennent par la supply chain. Et si un sous-traitant, un fournisseur fait rentrer un virus ou une attaque à travers son réseau et remonte, ben la perte de confiance, je pense qu'elle est assez efficace et assez rapide. C'est aussi le juridique, parce que finalement, quand il y a une attaque, il faut mouiller tout de suite les équipes juridiques qui doivent faire un dépôt de plainte, qui doivent analyser l'impact et voir quel est le niveau d'implication que peut avoir l'entreprise par rapport à ses sous-traitants, gros traitants, fournisseurs, clients. D'ailleurs,
assez recommandé d'avoir des spécialistes là-dedans et il y a aujourd'hui des avocats qui se spécialisent dans la gestion des cyberattaques, qui expliquent, qui aident sur la partie communication, qui aident sur la partie négociation avec les ransomware, parce que effectivement, c'est des groupes quand on est sur un système comme ça, c'est des groupes derrière qui sont très bien organisés et il faut savoir, on peut négocier avec eux. Ouais, voilà, on ne dit pas qu'il faut payer, mais en fait, ça se fait aujourd'hui et dans ce cas-là, il y a des négociations qui se mettent en place et les avocats savent le faire. Donc il y a quand même tout un état. Bien sûr, quand vous avez ça, vous avez aussi les services de police qui viennent chez vous et qui arrivent et qui doivent auditer, etc. Donc c'est complexe. Il y a tous les pertes de données liées à la donnée personnelle. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'aujourd'hui, on entend tous les jours les nouvelles pertes de données. À penser qu'on n'est pas sûr que nos données soient pas partout. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un impact important. Et puis la communication, très importante. Il faut savoir communiquer au bon moment quand on a une attaque. Qu'est-ce qui se passe? Donc forcément, ça implique aussi la communication. Ça les implique sur la définition de l'attitude, le temps. Est-ce on a trop vu des entreprises qui communiquent en disant OK, on a été attaqué, mais les données n'ont pas été volées. Et puis 2 jours après, on a une publication dans la presse de données qui ont été volées. Donc ça, il faut aussi savoir le gérer et faire ce qu'il faut, d'avoir derrière l'image de l'entreprise, de savoir comment la retravailler, tout l'impact. Donc en fait, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'une cyberattaque, ça implique vraiment toute l'entreprise et c'est vraiment un système de gouvernance globale. Et à ça, donc on a parlé de différents risques, arrive quelque chose de nouveau. Alors même si l'IA, c'est un peu le buzzword du moment, mais malgré tout, c'est l'évolution technologique la plus rapide des dernières années, voire la plus rapide de l'histoire de l'humanité. Euh, Ça apporte des nouveaux risques. Et quand on parle de nouveaux risques, c'est que l'IA, il y a 2 façons de voir l'IA. Il y a l'IA en tant qu'utilisateur de l'IA, je vais sur ChatGPT et puis je fais quelque chose. Et puis il y a l'IA en tant que on construit une IA interne pour améliorer parce que ça apporte des outils. Et donc on peut avoir des problèmes de confidentialité. Typiquement, est-ce que mes utilisateurs ont accès au moteur de données ChatGPT et ne poussent pas finalement un compte rendu de réunion pour faire un résumé, parce que c'est tellement pratique et que ça marche super bien, sauf que les données, ben, elles sont publiques et que du coup, elles sont envoyées. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un peu des choses comme ça. D'ailleurs, l'IA, c'est pas non plus une solution à tout. Bon, petit exemple d'un avocat aux États-Unis qui s'est fait piéger. Il faut savoir que l'IA, dans les moteurs LLM, quand elle ne sait pas, elle peut un petit peu affabuler. Et il y a un avocat américain qui avait cité des arrêtés en fait qui n'ont jamais existé parce que l'IA a créé finalement ces éléments-là. L'autre chose, c'est l'histoire de Chevrolet, d'un conseiller Chevrolet qui a. Alors aux États-Unis, la loi est telle que on est responsable de ce que nos IA font. Et donc le chatbot avait vendu une Chevrolet à $1 à quelqu'un qui a réussi à manipuler le chatbot depuis l'extérieur. Il a été condamné, l'entreprise a été condamnée à vendre à $1 et donc à bien maintenir ce prix-là. Et puis, pas mal d'erreurs sur le chatbot qui était utilisé par Air Canada sur l'analyse du prix du dollar qui devait faire du baril qui devait faire fluctuer les billets, mais qui ont été complètement, et là aussi Air Canada a été condamné. Tout ça pour dire l'IA, ça apporte bien sûr de plein d'autres opportunités, c'est un merveilleux outil, mais qui va apporter aussi un lot de complexité, et on est au début de tout ça, et c'est pas, il faut vraiment le prendre en compte aujourd'hui dans tout ce que l'on met en place. Alors, si aujourd'hui on est avec vous, c'est pour une première sensibilisation des risques, mais j'ai l'impression qu'autour de la table, un certain nombre d'entre vous êtes familiers, des risques cyber, mais c'est aussi pour vous donner une actualité. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur la transposition de la directive NIS 2 et dans le cadre d'un projet de loi résilience des entités critiques et renforcement de la cybersécurité que nous appelons, dans le jargon, le projet de loi résilience. Et ce texte, ça fait déjà 1 an et demi qu'on est en train de le transposer et il a été voté au Sénat au printemps. Il va arriver vraisemblablement avec du retard, mais il y arrive à l'Assemblée nationale entre septembre et octobre. Et il va mettre en place de nouvelles obligations
relative à la cybersécurité notamment, mais pas que, je vais y venir rapidement aussi, pour les entreprises en France et en Europe. Donc, ce projet de loi va transposer 3 directives, 3 textes européens. La transposition de la directive REC, donc résilience des entités critiques. Ce sont toutes les activités d'importance vitale que l'on retrouve généralement dans la LPM, la loi de programmation militaire. La cybersécurité, c'est la transposition NIS 2, donc cette directive qui va mettre à niveau un standard en cybersécurité au niveau européen. Et enfin, la transposition DORA qui s'adresse plutôt au secteur financier. Donc c'est un texte qui va introduire un nouveau référentiel avec 20 mesures de sécurité aujourd'hui, dans le cadre d'un projet de décret. Et il va toucher non seulement 18 filières, mais toute la chaîne de sous-traitance, puisque toutes les entreprises qui seront impactées devront se mettre en conformité, mais vous avez toute la chaîne de sous-traitance qui va être impactée par ricochet, parce que le donneur d'ordre de rang 1 ou de rang 2 voudra pouvoir assurer l'ensemble de la supply chain, et comme tout le monde est interdépendant, finalement, même la plus petite structure va devoir probablement monter son niveau de cyber-résilience. Donc en fait, qui va être concerné? Il va y avoir on imagine environ 15 000 entités et organisations qui vont être concernées, qu'elles soient publiques ou privées. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il va y avoir 18 filières qu'on va voir après, et il va y avoir 2 types d'entités, les entités importantes et les entités essentielles. Les entités importantes vont être les entreprises dans un des secteurs et qui relèvent déjà de 50 salariés et un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. Et les entités essentielles vont toucher plutôt des entreprises de 250 employés avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Donc, les filières qui vont être concernées, on va y venir. Donc, notamment pour celles qui vous concernent, il va y avoir le domaine de la fabrication dans lequel on retrouve les usines. Donc, même si l'ensemble des codes NAF et des codes NAS ne sont pas complètement, j'allais dire, sèches à ce stade, on peut imaginer que des entreprises, des usines de composants pour le secteur automobile vont pouvoir être considérées comme concernées par cette réglementation et vont peut-être devoir rentrer en tant qu'entité importante ou entité essentielle selon la criticité du composant qu'elle produirait, rentrer dans le seuil, enfin dans le champ d'application de ce projet de loi. Donc, par exemple, si vous êtes un équipementier de rang 1 avec des composants électroniques hyper pointus, où vous êtes le seul finalement à le faire, imaginons, pour un véhicule au niveau européen, vous pourriez être considéré comme rentrant dans le champ des entités importantes ou des entités essentielles. Si vous êtes à la production de pièces plastiques pour lequel vous ne seriez pas en position de seul provider, vous pourriez ne pas rentrer dans le champ d'application, mais néanmoins pouvoir vous voir contractuellement proposer, voire inviter, voire largement invité à respecter un cadre de cyber pour le compte de vos donneurs d'ordre. Donc voilà, il va y avoir des évaluations et des interprétations à avoir. Néanmoins, il faut garder en tête qu'il va falloir, tout le monde va devoir monter d'un cran son niveau de sécurité informatique. En fait, il y a 3 gros champs d'obligations dans le cadre de ce texte. Ça va être le partage d'informations, c'est déjà de se référencer auprès de l'ANSSI, de potentiellement je rentre dans le champ d'application de cette directive ou pas. Donc, il va y avoir un portail mis en place par l'ANSSI pour que les entreprises puissent se référencer. Il va y avoir la gestion des risques cyber et la mise en place de mesures adaptées qui va passer par la mise en application du référentiel sur lequel nous travaillons tous collectivement, les utilisateurs, les industriels, l'ANSSI, pour essayer d'harmoniser le champ des mesures dans les entreprises. Et enfin, la déclaration d'incidents
essayer d'avoir une plateforme commune pour remonter effectivement tous les signalements à l'ANSSI des incidents et d'avoir un process suivi pour évaluer l'évaluation des situations. Et donc, comment avancer, mais juste avant d'aller sur comment avancer, je voudrais rajouter juste un petit point. On parle ici beaucoup de la réglementation qui va amener l'ensemble des entreprises qui sont ciblées à devoir renforcer ou à devoir élever leur niveau de sécurité. Il y a un second enjeu qu'on voit de plus en plus, en tout cas moi que je constate de plus en plus sur le terrain, c'est comment faire diminuer la facture de mon assurance cyber. Et la faire diminuer passe par un certain nombre, aussi par une élévation du niveau de sécurité. Et c'est aussi un enjeu pour la plupart des sociétés. Donc on parle beaucoup de réglementaire. Je voulais juste aussi rappeler que les assurances cyber sont de plus en plus coûteuses et imposent à ses clients, pour faire baisser le montant de celle-ci, de renforcer, d'élever le niveau de sécurité. Donc c'est aussi un axe pour certains d'entre vous éventuellement pour obtenir des budgets et avancer sur leur projet. Comment avancer du coup ? En tout cas, comment avancer dans un domaine industriel ? Alors, on a identifié plusieurs leviers. Évidemment, il y en a sans doute d'autres, mais le premier, segmenter rigoureusement les environnements IT et OT, qui sont évidemment interconnectés et dont les niveaux de maturité en termes de cyber sont clairement pas les mêmes aujourd'hui. Donc, c'est un enjeu primordial, je dirais. Évidemment, mettre à jour régulièrement les équipements pour être, tant que faire se peut, le moins possible confronté à des vulnérabilités. Les vulnérabilités, c'est le vecteur que va utiliser un attaquant pour pouvoir accéder à un équipement quelconque de production, enfin accéder à votre SI, qu'il soit IT ou OT. Donc, on évite de s'exposer aux vulnérabilités en maintenant et en mettant à jour régulièrement ces équipements. Quand cela est possible de manière interne ou externe, faire appel avoir ou faire appel à un SOC qui puisse surveiller activement les tentatives d'intrusion au sein de l'entreprise. Je rappelle qu'il existe, on entendait beaucoup parler de SOC dans le domaine IT, il existe de plus en plus de SOC spécialisés dans le domaine OT. Donc, on considère aussi que surveiller activement les attaques, les tentatives d'attaque dans le domaine industriel, ça se développe vraiment, il y a un sujet à traiter, donc voilà, sachez qu'il en existe des deux côtés. Former les opérateurs industriels, alors je dirais même, quand on parle de former, je dirais sensibiliser globalement les utilisateurs ou les salariés d'une société, quels qu'ils soient, au niveau IT, OT, qu'ils soient plus ou moins en frontal de sujets cyber. C'est le premier vecteur l'humain, on en a parlé tout à l'heure, l'humain est un des vecteurs primordiaux d'attaque aujourd'hui. Donc, sensibiliser tous vos utilisateurs aux risques cyber, c'est très important, et encore plus dans le domaine industriel où clairement l'enjeu primordial est le maintien en conditions opérationnelles de la production. Souvent, les gens de cyber passent à côté. Donc, sensibiliser les gens est un axe essentiel. Et puis évidemment, parce qu'on ne peut pas tout traiter en même temps, parce qu'à un moment donné, il faut prioriser. Notre conseil est d'avoir une approche par les risques pour identifier les risques les plus importants au sein de vos structures et se concentrer sur des projets cyber qui viennent couvrir ces risques. Je dirais que ce qu'il faut avoir à l'œil de très près, c'est la gestion des identités et des accès. Qui accède à quoi dans l'entreprise ? Évidemment, la sécurisation des données, puisque la plupart des données sont des données extrêmement sensibles au sein des structures. Donc, la gestion et la sécurisation des données et de l'accès aux données est très importante. Et puis l'humain au centre de ça, comme je vous le disais tout à l'heure, qui doit absolument être sensibilisé aux risques cyber auxquels on est tous confrontés aujourd'hui. Alors évidemment, on essaye d'apporter des solutions, de contribuer et de prendre notre part. Pour accompagner donc cette montée en compétences, on a mis en place des outils gratuits pour accompagner les professionnels, qu'ils soient non experts ou experts. On a lancé l'Exadiag. L'Exadiag, c'est une solution d'autodiagnostic gratuite
qui se fait en 10 à 15 minutes pour évaluer ces usages numériques en matière de cybersécurité ou plus largement en matière de sécurité numérique. Donc, vous avez cet autodiagnostic possible qui vous renvoie à une évaluation, une note et une mise en relation avec des membres Exatros qui pourraient accompagner dans les axes d'amélioration qui ont été identifiés. Donc, vous avez le QR code pour ceux qui veulent tester l'outil. Et je veux bien le slide d'après, Stéphane, merci. Et donc, vous faites votre autodiagnostic, ça vous produit un rapport instantané et ensuite, vous avez un accompagnement personnalisé. Je tiens à dire que ça ne remplace en rien une prestation d'audit par ailleurs par des vrais cabinets, mais ça permet à la fois pour des petites structures de faire une première évaluation pour savoir finalement comment ils vont solliciter des acteurs pour les accompagner. Et ça permet aussi pour des entreprises plus matures de faire ce diagnostic dans les divisions métiers pour voir, par exemple, comment se sont appropriées les différentes équipes métiers, les recommandations, pourquoi pas du service IT, pourquoi pas du service RH, et de voir si finalement les gens se saisissent du sujet en interne, et pour voir finalement quelle est la maturité. Donc voici ce que ça donne in situ. Ça vous donne à la fin une feuille de route avec une note de A à F, et ça vous donne un détail de votre autodiagnostic, et ça vous permet de vous citer des entreprises membres, par exemple là, Sonar Clarity, Galéax, Suricat, Tranquillité, pour accompagner les axes d'amélioration qui restent éventuellement à être mis en œuvre. On a également fait une deuxième démarche. Aujourd'hui, 83% de notre numérique professionnel est adressé par des acteurs extra-européens. Donc, en fait, le constat, c'est que nous sommes à minimum 83% dépendants d'acteurs non européens pour notre numérique quotidien dans les entreprises. Ce qui devrait nous interroger, en tout cas, et qui nous place en tout cas en risque non seulement de dépendance fonctionnelle, mais aussi plus largement au niveau de l'État français, en situation de dépendance économique. Lorsqu'on adresse nos besoins à des acteurs étrangers, en fait, on concourt assez peu à la dynamique de notre tissu local, des innovations qui sont portées par les entreprises que nous défendons chez Exatrust, et le développement d'emplois au niveau numérique, demain dans les territoires, passera par la croissance, entre guillemets, d'acteurs comme les membres d'Exatrust, mais comme les membres d'autres associations françaises, mais en tout cas des acteurs français et européens. Donc en fait, il y a un double gain à passer avec des acteurs français et européens. Il y a à la fois réduire ses dépendances et accompagner sa gestion de risque, et à la fois avoir des partenaires au plus proche de chez vous lorsque vous avez une crise. Et malheureusement, chaque entreprise va au minimum en subir une régulièrement. Aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de s'équiper pour ne pas être attaqué. L'idée, c'est aujourd'hui de s'équiper pour être prêt à redémarrer. Et donc, quand ma maison brûle, je suis assez ravie que mon SDIS soit au bout de ma rue. Et bien, comme mon SI brûle, j'aime bien savoir que l'équipe qui va m'accompagner est pas très loin de moi et va se mobiliser pour m'aider à repartir. Donc, on y voit cet avantage-là. On y voit également un avantage de synergie, c'est-à-dire de boucle d'économie circulaire numérique pour nous accompagner dans notre quotidien, parce que c'est bon pour notre territoire, c'est bon d'une manière globale pour notre économie. Donc, en fait, on a créé ce qu'on appelle l'Exasearch. L'Exasearch, c'est un moteur de recherche que vous pouvez voir. Alors, c'est un tout petit peu petit, mais vous avez le QR code sur notre moteur de recherche de nos membres, où vous pouvez soit passer par des mots-clés, soit vous pouvez passer par les concurrents, pourquoi pas, de nos adhérents, c'est-à-dire vous êtes déjà en contrat avec un acteur extra-européen, mais vous auriez sourcé quel type d'entreprise pourrait vous faire la même proposition de valeur, ou en tout cas pourrait travailler sur les mêmes enjeux avec vous, et ça va vous redescendre finalement les membres Exatrust
qui peuvent vous accompagner sur les mêmes enjeux de cybersécurité. Par exemple, pour ceux qui travailleraient avec CyberArk, s'ils tapent, normalement, ils devraient tomber sur Walix, qui pourrait leur permettre de sourcer des alternatives. Si, par exemple, certains travaillent sur la sauvegarde, on va vous redescendre à tempo. Si certains ont des types de formations avec les formateurs Google, on va vous donner en formation, sensibilisation, conçu technologique, SoSafe, Brain, etc. Donc on essaye d'avoir une offre construite, complémentaire, pour que les personnes qui veulent trouver des alternatives françaises et européennes puissent trouver des éléments. On a également réalisé un guide, toujours mis à disposition gratuitement, sur le panorama des aides nationales, régionales, pour accompagner les projets de cybersécurité et d'IA. Donc en fait, on a fait un guide où on a sourcé en open source tous les dispositifs d'accompagnement, qu'ils soient financiers ou organisationnels, lorsqu'on a un projet d'IA et de numérique et de transformation numérique, pardon, et de cybersécurité. Donc il est disponible également. Nous avons également réalisé, parce que nous sommes partenaires du Forum InCyber cette année, le thème était le Zéro Trust. Donc nous avons également réalisé un livre blanc sur les architectures Zéro Trust avec nos membres. Et donc nous avons ce petit livrable qui est également disponible au téléchargement sur un dossier sur le Zéro Trust, une cartographie de nos membres qui peuvent accompagner des architectures et une méthodologie Zéro Trust, et enfin des cas d'usage d'industriels, d'entreprises qui nous ont expliqué en quoi finalement cette approche leur avait permis d'être soit plus compétitifs, mieux organisés, mieux protégés. Nous avons encore également le guide que nous avions fait l'année dernière sur les solutions et services de nos membres au regard de la directive NIS 2, qui est toujours disponible également sur notre site. Et enfin, on a la possibilité de trouver des solutions, des fiches pratiques sur nos membres sur notre site internet. Enfin, on a une dernière actualité qui sont les universités d'été de la cybersécurité et du cloud de confiance, sur lequel nous pouvons vous inviter. Le QR code est ici. Et donc, c'est une journée de conférences, de tables rondes, d'exercices de crise sur les enjeux du numérique de confiance d'aujourd'hui et de demain. Et ça vous permet également de faire du sourcing. Il y a une vitrine de solutions françaises et européennes qui peuvent vous accompagner dans vos quotidiens. Et cette année, nous avons retenu la thématique de faire l'histoire ou la subir. Voilà, vous êtes tous bien au fait des enjeux et des tensions géopolitiques que nous subissons aujourd'hui. Et notre numérique européen doit prendre ses responsabilités pour demain avoir une existence réelle et à la fois une protection de nos données professionnelles, personnelles, et surtout avoir une option encore de choisir avec qui nous avons envie de travailler. Donc voilà, vous êtes tous cordialement invités si vous souhaitez nous retrouver là-bas le 9 septembre. On a fini notre présentation un tout petit peu formelle. On est disponible pour soit des commentaires, soit des questions. Voilà, le chat ou même la parole est à vous. Merci. On a dû être extrêmement clair. J'espère. Bon, pas de questions, pas de remarques, pas de feedback? C'est très intéressant, honnêtement. Ça donne une bonne aperçu des risques et des possibilités qu'on puisse avoir en de ces attaques, et aussi des éléments initiaux pour prévoir comment les éviter, et si ça arrive, comment procéder au recouvrement. Très bien.
Merci. Faut savoir qu'on peut donc du coup dans toute cette démarche-là, au travers des différents membres, vous accompagner sur ne serait-ce que déjà une analyse de risque et vérifier et peut mettre un plan finalement avec des priorités à prévoir, qui seront en adéquation avec les normes et les règlements qui vont arriver pour que on réduise finalement le risque sur la surface d'attaque que vous pouvez avoir, que ce soit dans l'IT, dans l'OT, avec finalement l'ensemble des membres, que ce soit solutions ou compétences que l'on a au niveau de l'association. Ouais, j'avais juste une petite question. Quel est votre positionnement par rapport à l'ANSSI? Puisque l'ANSSI permet également, on met en œuvre ce genre d'accompagnement en cas de crise, pour recouvrir les moyens, puis ça va même jusqu'à l'aspect juridique. Comment vous vous positionnez? Enfin, est-ce que c'est de la concurrence? Est-ce que vous êtes en collaboration? Comment ça marche? Alors en fait, l'ANSSI, c'est l'autorité de tutelle effectivement sur la gestion de la sécurisation des systèmes d'information. Ils accompagnent un certain nombre d'attaques et la gestion de ces attaques pour des entités critiques et très critiques. Nous, on va arriver régulièrement avec nos membres avant, c'est-à-dire qu'on va accompagner plutôt la sécurisation des services d'information dans la gestion quotidienne. Et on a effectivement des membres qui sont spécialisés dans la gestion de crise, la remédiation, les plans de sauvegarde, mais généralement, il faut quand même les avoir appelés avant pour pouvoir déclencher un certain nombre de choses. L'ANSSI va être réellement dans l'accompagnement de très grosses attaques sur des entités critiques à très critiques. Donc on est plutôt en complémentarité. Ils accompagnent plutôt les entreprises type LPM. Il va falloir de toute façon, massifier l'ensemble des ressources et donc on est clairement en complémentarité. On dialogue, nous, avec l'ANSSI sur la mise en place de la réglementation. Nos membres sont reconnus par l'ANSSI parce qu'ils ont soit des produits certifiés par l'ANSSI, soit des services certifiés par l'ANSSI. Donc on est clairement en collaboration. D'accord. Ouais, vous êtes plus dans les phases d'aide à la mise en œuvre de systèmes et de structures pour éviter justement les risques ou les attaques, et également sur la rémédiation comme le fait l'ANSSI pour des grosses entités. Okay. Voilà, mais eux vont plutôt être réellement sur les entités qui sont nécessaires à la poursuite des fonctions régaliennes, en fait. Oui, alors oui, moi, d'expérience, on a déjà eu affaire à l'ANSSI alors qu'on n'était pas une entité essentielle, donc ils accompagnent tout le monde, hein, faut être clair. Non, mais après, l'ANSSI, son rôle est vraiment d'agir en tant que pompier dans ces cas-là. Souvent. Voilà, nous on accompagne en fait globalement, ça veut dire de la partie analyse de risque et gouvernance et tout ce qui va être au niveau de l'organisationnel pour arriver à apporter de la formation, du conseil, de mener les bonnes choses, de la mise en place de solutions avec différents outils et tout ce qui va bien, toute la partie SOC. En SOC manager avec que ce soit sur l'IT, sur l'OT, et puis bien sûr sur la réponse à incident. Mais on va travailler de concert avec l'ANSSI finalement dans tout ça, puisque, comme disait Dorothée, parmi les membres, alors nous on est plus sur la partie service chez Axians, on va être sur des services qui sont qualifiés par l'ANSSI sur une partie, et puis il y a des membres qui vont avoir des solutions techniques qualifiées par l'ANSSI de par le suivi, et en fait on a un travail commun ensemble, c'est-à-dire que les gens de l'ANSSI, c'est des gens qu'on croise régulièrement, avec qui on échange, avec qui on a des relations, et c'est vraiment en fait, on est tous dans la cybersécurité au niveau pour la France, et essayer de trouver d'apporter. Alors, l'ANSSI a un côté un peu plus étatique, là où on est un peu plus sur le côté industriel, mais dans tous les cas, on travaille de concert avec l'ANSSI. D'accord. On est d'ailleurs partenaire de Mon Aide Cyber, par exemple. Donc voilà, c'est notre autorité de tutelle, et à la fois sont des partenaires
pour un certain nombre de projets. Et ce sont aussi, ils ont un rôle de certificateur aussi pour nos membres. Donc voilà, on fait tous partie de la même équipe de France, si je reprends les mots de Vincent Strubel de la semaine dernière chez Quotidien. Oui, vous n'avez pas le même maillot, mais vous avez la même passion, quoi. Oui, alors on a le même maillot, figurez-vous, parce que lors de nos UECC de l'année dernière, il est de coutume pour nous d'offrir le maillot de l'équipe de France, puisqu'on essaye d'être. On a créé une espèce de gimmick de l'équipe de France de la cyber, et donc chaque directeur général de l'ANSSI successif a eu le droit à son maillot. Donc voilà. Non, mais en fait, ils sont aussi présents au campus cyber, donc qui sont mes locaux aussi. Oui, je connais. Donc voilà, c'est assez facile pour interagir avec tout le monde. Est-ce qu'il y aurait une autre question? J'ai mis mes coordonnées dans le chat si jamais certains veulent revenir vers nous ou ont plus de questions ou voudraient être mis en relation avec un certain nombre d'acteurs. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir donné cette opportunité. C'était très intéressant pour nous aussi. Moi, je travaillais pendant 18 ans dans la mobilité, donc j'avoue que j'étais ravie de repasser 1 heure un tout petit peu dans cette filière. Voilà, on se tient à votre disposition. On espère que ça vous a intéressé et que si vous voulez être invité à nos UECC, n'hésitez pas soit à aller sur le site internet d'inscription, soit de revenir vers moi. Et puis, on reste à la disposition de la FIEV si jamais vous avez des besoins d'explicitation après du projet de loi qui va finir par être voté, j'espère, à l'automne. Pourquoi pas le référentiel de Nice 2 qui va venir ensuite. Donc voilà, en tout cas, un grand merci. On se tient à votre disposition et voilà. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.